La médecine a fait des progrès phénoménaux en un siècle, mais certains remèdes, ayant guéri des maladies incurables, restent un mystère. Pour de nombreux cas, la douleur extrême et le désespoir envoient les gens vers les médecines parallèles. De nombreux docteurs adeptes de la médecine conventionnelle expérimentent ces remèdes et sont sur le point de l'accepter. Seraient-ce des filtres secrets venus du passé? Est-ce que ce sont notre envie ou nos désirs de guérir qui nous font croire au miracle? Le vertige est une sensation troublante qui provoque un déséquilibre. Pour un athlète, il peut marquer la fin d'une carrière. Par un beau jour de janvier 1995, à Lauderdale, la championne olympique Mary-Helen Clark a commencé à ressentir des effets troublants. Au sommet de sa carrière et au milieu de son entraînement pour les Jeux olympiques d'Atlanta, le vertige lui paralyse l'esprit. Depuis toujours, Mary-Helen rêvait d'atteindre le sommet et elle ne voulait pas abandonner. Je savais que j'avais presque atteint le niveau de championne du monde en plongée. J'y étais presque et je ne pouvais pas tout arrêter. Je me sentais au top de ma forme. Quand j'ai eu le vertige, les gens ont juste dit, vous savez, du style « n'y faites pas attention, ce n'est rien, foncez ». Alors j'ai continué. Mary-Helen a commencé à plonger à 7 ans, près de chez elle, à Philadelphie. Ce n'était pas un talent naturel. Elle a énormément travaillé et à l'âge de 16 ans, elle a gagné ses premiers championnats nationaux de plongeon. Mais elle ne pourrait pas faire partie de l'équipe nationale des États-Unis tant qu'elle n'aurait pas à son programme le saut de 10 mètres. Une épreuve que nombre de plongeurs ne tentent jamais. Imaginez, vous êtes à 10 mètres au-dessus du sol, pratiquement 3 étages d'un immeuble. Quand nous plongeons, nous atteignons des vitesses de 50 km/h. L'eau est comme un mur et c'est cette peur que tous les plongeurs doivent vaincre. Pour garder le contrôle, les plongeurs doivent être dans d'excellentes conditions, ce qui les oblige parfois à faire des allers et retours sur la planche avant le plongeon. Beaucoup de gens nous demandent « Que ressentez-vous en l'air? Gardez-vous toujours le contrôle de votre corps ?» En fait, nous comptons énormément sur notre vue. Le plongeur doit toujours repérer soit le bord du tremplin, soit la planche du tremplin. Ainsi, quand nous faisons des sauts périlleux, nous nous situons toujours dans l'espace. Un saut, 2 sauts, nous savons exactement quand nous entrerons dans l'eau. Quand Mary-Helen était prise de vertige, elle se sentait basculer de droite et de gauche, non seulement pendant le saut, mais aussi avant, sur le tremplin. Chaque fois que je me concentrais pour me préparer à un saut, j'étais déséquilibrée. Je me sentais sur un bateau, tout autour de moi tanguait. Je ne voyais plus rien de net, je ne contrôlais plus mon entrée dans l'eau. Cela devenait dangereux. Le vertige est un défaut dans l'oreille interne qui contrôle l'équilibre. Il provoque une sensation de déséquilibre en un mouvement spontané et désordonné. Les symptômes peuvent survenir à tout moment. Cela se passait même quand je prenais une tasse ou n'importe quoi en hauteur. Je ressentais des vertiges. Même en prenant une douche, en me lavant les cheveux, en mettant la tête en arrière, je tanguais. Entre 1988 et 1990, elle avait déjà subi 2 attaques. En dépit du danger, elle avait continué l'entraînement sans consulter de médecin. Le mal avait disparu comme il était venu. Mais cette fois, c'était différent. En janvier 1995, le vertige la surprend sur un simple saut à 1 mètre de haut. Tandis qu'elle retombe dans l'eau, la sensation est inhabituelle.
J'ai tout de suite su ce qu'il en était, j'étais effondrée. J'espérais tellement que ce soit que temporaire, car à cette époque, je me préparais pour les Jeux panaméricains. J'apprenais de nouveaux sauts. J'y passais mes journées en vue aussi des Jeux olympiques de 1996. Marie-Hélène et son entraîneur espéraient que cela passerait. Elle s'entraînait tous les jours, mais chaque jour, elle avait le vertige. Elle ne put participer aux Jeux panaméricains et commençait à s'angoisser car elle ne se sentait pas prête pour les Jeux olympiques. C'était différent cette fois-ci. Je savais que tant que le vertige serait là, je ne pourrais m'entraîner correctement. J'avais mûri et je savais ce que je devais faire. Trouver un médecin capable de me soigner et de m'aider. Rapidement, car nous étions au milieu de la saison et j'avais beaucoup de compétitions et pas de temps pour des sottises. Bien qu'il n'existe pas de remède définitif, certains médicaments font passer les crises. Même certains, habituellement efficaces à 85%, n'eurent aucun effet sur Marie-Hélène qui désespérait de reprendre le plongeon. Elle a vu beaucoup de spécialistes, mais aucun n'a su la guérir. Elle gardait espoir, mais elle et son entraîneur savaient que ses chances de participer aux Jeux Olympiques de 96 diminuaient de jour en jour. C'était tellement frustrant de retourner à la piscine pour tester les nouveaux traitements. Vous essayez tous les jours, puis une fois par semaine, puis toutes les 2 semaines, puis un mois. À la fin, plus les jours passent et moins vous croyez en vos chances de réussir à concourir. Son entraîneur a craint que le problème ne soit plus sérieux que le simple manque d'une saison. Il avait vu trop de plongeurs dont la carrière avait été stoppée par le vertige. Cela fait 34 ans que je suis entraîneur et j'ai connu 3 cas. Aucun d'eux n'a guéri. Ils ont essayé pourtant, mais ils ont dû abandonner leur carrière et se diriger vers quelque chose d'autre. Marie-Hélène ne voulait pas abandonner. Puisque les traitements traditionnels ne marchaient pas, elle tenterait autre chose. Désormais, la réussite d'un remède viendrait aussi de l'énergie formidable qu'elle déploierait. En janvier 1995, la plongeuse Marie-Hélène Clark a trouvé elle-même la façon de se sortir de ce vertige qui l'a handicapée. En avril, ayant déjà manqué 4 mois d'entraînement, elle aurait fait n'importe quoi. Son chiropracteur lui parle alors d'un traitement peu connu, appelé thérapie crânio-sacrale. John Upledger est l'un des 2000 ostéopathes des États-Unis à pratiquer ce traitement très controversé. Il s'agit d'une manipulation sur le corps. C'est une stimulation des membranes et du fluide qui protège le cerveau et le canal spinal afin de les réunir avec les tissus profonds de tout le corps. Comme le cœur, ils sont supposés avoir un rythme qui leur est propre. Nous imposons un rythme pour détendre et contracter les tissus très légèrement toutes les 3 secondes. Doucement, encore et encore. Symétriquement, nous massons millimètre par millimètre les 2 côtés du corps. Une perturbation soudaine dans cette symétrie peut faire mal. Il faut donc masser par petits mouvements très doux et très légers. Il a commencé à me masser le bout des pieds. J'éprouvais une sensation étrange de ce qui m'entourait. Je remarquais que sa jambe gauche ne bougeait pas, contrairement à la droite. C'était une concentration anormale de l'énergie dans son genou gauche qui s'échappait vers son bassin.
Il pensait que cette rupture d'énergie refluait vers le haut de son corps jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'os temporal droit de son crâne. L'os temporal est le réservoir osseux pour tout le système de l'écoute et de l'équilibre. Cette rupture d'énergie pouvait gêner les échanges de fluides entre l'oreille interne et l'oreille moyenne. Ces dérèglements pouvaient créer des vertiges. Il en conclut donc que le vertige de Marie-Hélène venait de son genou. Quand le corps subit un dérèglement, il essaie instantanément de se guérir lui-même. Tout ce qu'il ne peut soigner est concentré dans une boule d'énergie qui perturbe le bon fonctionnement du corps. Il faut trouver ces réserves anormales d'énergie et les détruire. C'est cette technique que les médecins n'acceptent pas toujours. J'envoie de l'énergie et je ne sais pas ce qui va se passer exactement. C'est un tâtonnement. Vous faites cela, vous envoyez quelque chose, puis relâchez. Et vous avancez doucement en observant ce qui se passe. C'est vrai, les 3 ou 4 premières fois, j'étais sceptique. Puis j'y ai cru. J'ai pensé m'en sortir. Vous ne sentez rien venir. Vous êtes juste là, étendu. Vous sentez la chaleur, ses mains. Mais vous ne vous rendez pas compte de grand-chose. Vous ne voyez rien venir vraiment. Comme il mettait ses mains sur elle, Marie-Hélène et lui ont senti tous les deux ce bloc d'énergie se libérer sous forme de chaleur. D'un seul coup, au milieu d'une séance, j'ai aussitôt senti ce rythme dans ma tête. C'était une sensation incroyable qui, si elle ne vous est jamais arrivée, est totalement impossible à décrire. C'était comme une impression d'irréel et d'infini. Même si j'ai appris tout au long de ma vie à analyser mes perceptions et mes émotions sensorielles les plus folles, je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. Après 3 mois de traitement, Marie-Hélène a voulu remonter sur le plongeoir qu'elle avait abandonné 9 mois plus tôt. Aucune sensation de vertige. Marie-Hélène non seulement a participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, mais elle a gagné une médaille de bronze. Aujourd'hui, elle entraîne de jeunes plongeurs et a ouvert un centre de remise en forme. La guérison complète du vertige de Marie-Hélène peut-elle être imputée à cette seule thérapie crânio-sacrale ? Beaucoup de médecins pensent que ce genre de thérapie n'est pas possible, pour une raison très spécifique. Il n'est pas possible de dissocier des éléments comme le système circulatoire et le système nerveux central. Peut-être que le docteur Upledger a tout simplement mal interprété ce qu'il a constaté, ce qui n'est pas anormal et arrive à beaucoup d'entre nous, même aussi à ceux qui affirment l'avoir vu. Samson contestait le fait que le médecin de Marie-Hélène ait basé son diagnostic sur une pulsation causée par les rythmes du cœur et le système respiratoire. Les changements de phase respiratoire sont absolument normaux dans toute respiration. C'est la vie. Peu importe comment l'appeler, la question est toujours entière. Est-ce cette manipulation qui a guéri Marie-Hélène? Beaucoup de patients et de médecins en sont convaincus. Pourquoi ne pouvons-nous pas aider ces gens? Pourquoi ces gens ne se sentiraient-ils pas mieux? Tout cela grâce à mes mains, alors qu'ils n'avaient jamais été aidés par quelqu'un d'autre. La seule manifestation de l'existence de cette thérapie crânio-sacrale est le témoignage des malades guéris. Les praticiens savent qu'il est difficile d'en faire une science reconnue, car à chaque mal, son remède unique, c'est une thérapie physique différente pour chaque personne. Je comprends que la communauté scientifique se méfie de ce genre de thérapie, mais je voudrais quand même signaler que même dans une médecine traditionnelle, vous ne trouverez pas souvent deux physiologies semblables.
C'est vrai qu'il y a un problème d'appellation des choses, mais si personne ne peut jamais se comparer, comment faire pour donner un médicament, à quoi se référer, comment savoir son action? C'est la comparaison de diagnostics et leur rapprochement qui nous guide. Nous nous basons sur des expériences médicales et nous devons avoir confiance en leurs sources. Nous sommes en mesure de tester presque tous les mécanismes, mais lorsqu'il s'agit de ce genre de thérapie, c'est abstrait et il n'existe pas de véritable analyse. La science teste encore et encore, mais si vous n'avez rien de concret à analyser, alors quelle recherche pouvez-vous entreprendre? Les médecins avancent une théorie beaucoup plus simple à la guérison de Marie-Hélène. Le vertige a disparu de lui-même. Sur 2 expériences précédentes, elle ne s'était pas soignée et pourtant le vertige avait disparu. Puis elle se persuade que ce qui lui est arrivé pendant les 9 derniers mois est dû à d'autres facteurs que tout simplement le temps. Pourquoi ne s'être pas dit « je ne fais rien, cela va passer, même si cela doit prendre 9 mois ». La plupart des troubles comme celui-ci sont soignés d'eux-mêmes, ce qui ne facilite pas les analyses des traitements. Et je pense que cette méthode est plus efficace que tous les traitements prescrits par des médecins conventionnels. Je suis sûr que vous pourriez m'amener des milliers de patients atteints de vertiges non soignés qui le seraient ici. Combien de temps allez-vous encore douter alors que vous constatez des résultats positifs? Je savais que je devais aller plus loin. Je sais que d'autres moyens m'ont aidé, que j'avais la chance d'être entourée de gens qui m'encourageaient. Mais pourtant, je crois vraiment que c'est le crânio-sacral qui m'a guérie. Durant des siècles, les hommes ont prêté des vertus cicatrisantes aux aimants. Encore aujourd'hui, les aimants sont vendus pour leur effet apaisant. Mais il n'a encore jamais été prouvé qu'ils avaient une efficacité réelle. Désormais, un médecin dans le Tennessee pense détenir la réponse. C'est à Paris, dans le Tennessee, à 190 km à l'ouest de Nashville, que vit Adam Sprague. Il est libre de courir, de grimper aux arbres ou de jouer au basket avec ses 2 frères. Mais un matin de juillet 1995, tout s'écroule pour Adam, qui va devenir prisonnier dans sa propre maison, cloué par la douleur. En se levant vers 10 heures ce matin-là, il s'était plaint un peu du dos. Mais bon, un garçon de 14 ans, vous savez ce que c'est. J'ai pensé qu'il s'était fait mal en jouant la veille, mais rien de bien grave. C'était juste en bas à droite, comme si quelqu'un me piquait le dos de toutes ses forces. Il était dans la salle de bain quand nous l'avons entendu crier de douleur. Nous avons vu qu'il souffrait vraiment et pensait à une infection des reins. Nous sommes partis immédiatement aux urgences. Les reins d'Adam n'avaient rien. Aussi, suspectant une appendicite, le médecin l'envoie vers le chirurgien. Le chirurgien a refait les mêmes analyses, sanguines, urine, radio et d'autres encore, pour finir par l'opérer de l'appendicite. Mais l'appendice n'était pas le problème d'Adam. Après l'opération, la douleur est revenue lancinante et au fil des jours, de plus en plus insoutenable. C'était un coup de poignard, à chaque fois plus douloureux encore et encore. Je ne pouvais plus le supporter. La pire chose était de le regarder impuissante. Il souffrait vraiment et on ne trouvait rien. En août, tandis que ses frères et ses amis entament une nouvelle année scolaire, Adam reste chez lui. Il a bien essayé de poursuivre ses études, mais il lui était trop dur de se concentrer. Aussi, il abandonna.
Bientôt, la douleur fut telle qu'il ne pouvait plus marcher sans canne. C'était déjà bizarre de marcher avec une canne, mais c'était surtout inhabituel de voir un enfant de 14 ans avec une canne. Les gens sont gênés et se gardent bien de poser des questions. J'étais comme un vieillard de 90 ans, sauf que je n'y pouvais rien. Je ne pouvais que marcher dans un espace réduit. Nous ne pouvions jamais le laisser seul, car quand il avait trop mal, il fallait le conduire tout de suite à l'hôpital. Pendant les 2 mois qui suivirent, les parents d'Adam l'emmenèrent consulter des spécialistes, parfois à des centaines de kilomètres de leur domicile. Ils voulaient savoir ce qu'avait leur fils. Karen quitta son travail pour rester avec Adam. Pour faire face aux frais médicaux, la famille dut contracter un emprunt bancaire. Adam ne vivait que grâce aux antidouleurs et Karen mourait de peur que son plus jeune fils attrape ce mal mystérieux. Vous devenez obsédé quand vous réalisez la vie qui l'attend. Je passais mon temps dans des bibliothèques à chercher des cas se rapprochant de son mal, dans des encyclopédies médicales, essayant de trouver n'importe quoi, mais quelque chose. En octobre, après 3 mois, 27 consultations et aucun diagnostic, Karen était effondrée. C'est à ce moment-là qu'un nouveau médecin de la région a bien voulu recevoir son fils. Il sera le premier à s'intéresser à la douleur du dos d'Adam et à le recommander au docteur Robert Holcomb, un neurologue de l'université Vanderbilt à Nashville, directeur des recherches sur l'aide à la douleur. Je me suis senti en confiance avec ce docteur. J'ai eu l'impression que, contrairement aux autres, il ne me laisserait pas tomber. Diagnostiquant que la douleur venait sans doute d'un nerf, Holcomb reprit tout à la base et réexamina le dos d'Adam. Après examen, j'étais sûr de mon diagnostic. Je ne savais pas la cause de cette douleur, mais je savais ce qui la provoquait. Les terminaisons d'un nerf s'étaient déplacées et ça formait une hernie. Le docteur Holcomb a pensé que le disque n'avait pas été décelé auparavant parce que Adam se plaignait d'une douleur venant en bas du dos à droite, donc de l'aine, et non pas réellement du dos. Notre cerveau nous indique toutes les terminaisons nerveuses. C'est ainsi que les médecins détectent les causes d'une douleur, même si celle-ci n'est pas véritablement localisée. Le docteur Holcomb a confirmé son diagnostic avec une IRM. Il pensait que ce disque aurait pu guérir de lui-même, mais la douleur resterait sans doute jusqu'à la guérison. Il demanda donc l'avis des Sprague. Soit la chirurgie ou les médicaments, soit les soins par aimant qu'il avait lui-même conçus. Karen n'approuvait pas les 2 premières solutions, mais restait sceptique quant à la 3e. Je me disais, pourquoi pas les aimants de mon réfrigérateur? Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Le docteur Holcomb a expliqué que son dispositif, appelé bloc magnétique, n'était pas un aimant unique, mais plutôt un générateur de champs magnétiques fait de 4 aimants de charge alternative. Il leur a appris qu'une douleur chronique est essentiellement due au signal obtenu par certaines transmissions du cerveau. Le nerf prend les ions positivement chargés qui transmettent la douleur au cerveau en un courant permanent. Holcomb dit aux Sprague qu'il pensait que son procédé arrêtait la transmission de ces ions porteurs du signal de la douleur. Le test qu'il a développé dans son laboratoire montre comment un aimant appliqué sur une cellule malade stoppe le signal de la douleur et par extension la douleur elle-même. Il stoppe réellement le courant de la douleur. Dans un système en bon fonctionnement, il n'existe pas d'envoi continu de signal de douleur au cerveau. Mon procédé corrige un problème magnétique et surtout supprime la douleur. Ainsi, nous vous apportons un retour normal de toutes vos fonctions physiologiques ou chimiques. Vous ne pouvez pas rester pendant des mois avec votre souffrance. C'est comme si votre alarme d'incendie se déclenchait 3 mois après le départ du feu. Aucun intérêt. Le docteur Holcomb fit un marquage des terminaisons des nerfs causant la douleur d'Adam. Il scotcha alors les blocs aimantés sur ses poings. Au bout de 30 minutes, la douleur que subissait Adam depuis des mois a disparu d'un seul coup. J'ai senti un immense soulagement, comme si on m'avait enlevé ce poids sur mes épaules et seulement une envie retourner à l'école, jouer avec mes amis au basket et plein d'autres choses encore.
Si je n'avais pas vécu ces 3 derniers mois d'enfer, rien n'aurait pu me faire croire à une histoire pareille. Les 10 années de recherche du Dr Holcomb l'ont amené à constater que les aimants aident aussi à guérir les hernies et favorisent le processus de cicatrisation. Adam a porté les blocs aimantés pendant plusieurs mois jusqu'à ce que son disque guérisse. Sa douleur n'est jamais réapparue. Un champ magnétique peut-il être un traitement efficace contre la douleur? La majorité des scientifiques ne pensent pas que les aimants peuvent avoir une influence quelconque sur les signaux de douleur dans le corps. Je sais qu'aucun scientifique ne croira jamais aux effets médicaux du magnétisme. Le corps a en effet quelques conformités magnétiques, mais extrêmement faibles. Il faudrait un champ très puissant pour pouvoir en mesurer les effets sur le patient. Ces scientifiques pensent plutôt que l'aide apportée à la douleur d'Adam était plutôt l'effet placebo bien connu. Supposer qu'une thérapie alternative peut être un remède juste parce que ça a marché certaines fois est un concept dangereux. Le cerveau est conditionné. Après le A vient toujours le B. Si vous êtes suffisamment adroit pour convaincre votre patient que le B doit suivre, que c'est mieux pour lui, il l'intégrera et donc se sentira mieux. Vous stimulez votre cerveau qui se met en attente. Quand vous vous intéressez à une nouvelle chose, tout ce que vous avez fait en dernier se met en réserve. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Le docteur Holcomb reconnaît que l'effet placebo est parfois une possibilité, mais pas dans le cas d'Adam. Il admet néanmoins qu'il reste des questions sans réponse. C'est une science complexe sur laquelle les médecins ne se sont pas sérieusement penchés. C'est pour cela qu'elle n'est pas prise au sérieux. Mais je pense que tout est en train de changer, que nous commençons à nous y intéresser. Nous ne connaissons pas toutes les réponses, loin de là, mais c'est un pari excitant pour la médecine. La seule chose que nous savons, c'est le côté positif du mécanisme biologique. D'autres experts admettent aussi que les processus électrochimiques du corps humain sont extrêmement complexes et pas encore totalement découverts. La médecine traditionnelle possède elle aussi ses lacunes. Et je reconnais que peu de recherches ont été effectuées sur les douleurs chroniques. Et dans certains cas, des traitements hors des médecines conventionnelles se sont effectivement avérés efficaces. Un cancer peut-il être guéri par la combinaison à droite des soins traditionnels alliés à un régime basé sur les plantes? Cette femme est la preuve vivante que cela existe. Le 1er septembre 1994, 2 semaines avant le mariage de son fils, Jean Reinert se décida enfin à faire quelque chose pour son mal de gorge tenace. Elle se rendit dans une clinique près de chez elle, aux abords de Chicago, espérant une ordonnance pour les antibiotiques. Au lieu de cela, elle apprit qu'elle avait un cancer du poumon. J'ai pensé, ce n'est pas vrai, je ne peux pas avoir un cancer. Personne n'a eu un cancer dans ma famille. Il meurt de crise cardiaque, pas de cancer. J'étais prise d'un étourdissement. Le diagnostic a été confirmé par des radios et une biopsie. Jean avait un cancer du poumon qui avait déjà atteint son œsophage. La tumeur était importante et avait touché le cœur. Le pronostic était très pessimiste. Quand ils m'ont appris que j'étais inopérable, je ne savais plus. Je leur demandais si vraiment c'était définitif. Parce que, vous comprenez, cela voulait dire que toujours je garderais cette tumeur au fond de mon corps. Le médecin m'a répondu que la meilleure chose pour moi était de profiter au mieux de tout. En fait, le docteur a annoncé à Jean qu'il lui restait 6 mois à vivre. Pris à temps, une femme sur 8 en réchappe. Or, Jean était déjà dans une phase avancée.
cette mère de 59 ans se refusait à devenir une statistique. Elle avait rêvé de voir l'Irlande, le berceau de sa famille, et de devenir grand-mère. J'avais l'impression qu'il ne croyait pas en moi. Et j'ai détesté cela car ce n'est pas mon genre. Je suis une battante. J'avais cette mauvaise sensation, alors je me suis dit que je devais trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Jean a donc pris rendez-vous avec le docteur Keith Block, un spécialiste du cancer de l'Université de l'Illinois. Elle avait entendu parler de sa réputation à soigner des cancers généralisés. Le docteur Block, après avoir examiné les radios de mon thorax et de mon poumon, m'a tout de suite dit que ce n'était pas si inquiétant. C'était le premier mot encourageant que j'avais entendu. Nous devons bien sûr leur dire « Oui, vous avez un sérieux problème, mais il faut ensuite combattre avec eux. Même si cela vous prend la vie entière, vous devez les aider à se battre et leur donner les moyens pour y parvenir et s'en sortir. » Le traitement du docteur Block consiste en un mélange de soins traditionnels, la radiothérapie et la chimiothérapie, et certains autres peu conventionnels, un régime macrobiotique fait d'herbes chinoises et d'exercice. Ce régime, largement végétarien, est en totale contradiction avec l'avis de la Société des cancérologues américains. Ils recommandent en effet une nourriture chargée en graisse pour éviter que les patients ne subissent une malnutrition pendant leur traitement. Le docteur Block, au contraire, pense que les graisses favorisent le développement du cancer et non les plantes. Et qui plus est, il affirme aussi que certaines pourraient atténuer la progression des cellules cancéreuses. La plante peut empêcher la reproduction d'une cellule cancéreuse de différentes manières. Un même composant d'une plante peut prendre une cellule cancéreuse à un stade primaire et la rendre saine. De même, une cellule cancéreuse phase terminale et l'éliminer plus vite. Il peut aussi empêcher l'irrigation sanguine vers les tumeurs ou la formation de métastases et ainsi stopper la progression de la maladie. Jean a scrupuleusement suivi le régime du docteur Block. Suivre un régime draconien était très dur, mais Jean était déterminée et aidée par sa fille Christy. Je suis allée au supermarché avec elle. Je voulais savoir en quoi consistait ce régime d'algues, d'éléments organiques et de Dieu sait quoi encore. Le mois suivant, Jean a reçu 12 séances de radiothérapie. Les effets classiques sont en général immense fatigue et perte d'appétit. Jean n'a ressenti aucun des deux. Je ne me suis jamais sentie aussi bien que lorsque je suivais ce régime. Quand vous avez un cancer, tout le monde dit que vous vomissez. Je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais été couchée, jamais au lit. Un mois après le dépistage du cancer, Jean apprend que sa tumeur au poumon a pratiquement disparu. Pour fêter ça, Christy emmène sa mère faire un voyage à Racine, dans le Wisconsin. Ce fut lors de cette radieuse journée d'automne que l'on a découvert que la guérison de Jean était éphémère. Certains signes troublants montraient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle éprouvait des difficultés pour marcher ou pour écrire. Une fois encore, Jean subit de nombreuses analyses pour découvrir avec horreur que le cancer s'était maintenant installé dans le cerveau. Elle demande à avoir l'avis de plusieurs radiologues de l'hôpital. Je les voulais tous autour de moi pendant ma radio, concentrés sur la seule pensée de me guérir. La volonté et le courage de Jean n'ont jamais fléchi. Durant ses séances de radiothérapie, elle a continué de suivre le régime strict du docteur Block. Fin novembre, la tumeur de son cerveau avait disparu. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle commençait à se faire à l'idée qu'elle était guérie, lors d'un contrôle de routine, les résultats l'anéantissent. Jean a eu l'impression de recevoir son arrêt de mort. Elle avait maintenant des tumeurs dans le cou, la rate, le rein droit, la glande surrénale droite et des nodules dans le péritoine et l'abdomen.
Le cancer s'était propagé en de nombreux endroits. Même ses os avaient des métastases. Elle développait un cancer du poumon retardataire et galopant. Cette fois-ci, je me suis sentie vraiment découragée. Alors je les ai tous réunis autour de moi et je leur ai dit, bon, puisque vous avez vaincu un cancer du poumon, une tumeur au cerveau, battez-vous encore. Ensuite, Jean s'est conditionné moralement et physiquement pour livrer une bataille que les médecins croyaient perdue d'avance. En décembre 1994, Jean Reinert, âgé de 59 ans, a combattu un cancer du poumon pendant 3 mois de lutte acharnée avec des thérapies conventionnelles et d'autres moins. Elle a alors découvert que le cancer s'était généralisé. Cette nouvelle a anéanti le moral de Jean. J'ai eu des moments de doute et j'ai commencé à organiser mes funérailles, à choisir la musique. À ce moment-là, ce qui était important, c'était de ne pas se décourager et de tout abandonner, mais de rester calme et efficace, ce que nous avons fait en cherchant. Cela ne voulait pas dire de prendre plus de médicaments. Il fallait modifier et trouver pièce par pièce la voie pour éradiquer la maladie. Le docteur Bloch a envoyé Jean en chimiothérapie. Il a aussi réajusté son régime avec des compléments alimentaires comme le magnésium, le calcium et diverses vitamines pour remplacer celles détruites par les traitements. La chimiothérapie peut abîmer les reins, le foie et les nerfs. Pour cela, le docteur Bloch lui a prescrit un mélange de 5 herbes chinoises pour renforcer sa fonction immunitaire et diminuer ses effets secondaires. Nous pensons que tous ces éléments nutritifs, ces herbes, ces divers traitements chimiques se combinent harmonieusement. Ils jouent chacun leur rôle, s'attaquant aux gènes spécifiques de notre corps. Ils sollicitent les gènes capables de supprimer des tumeurs et suppriment les oncogènes qui, elles, provoquent les tumeurs. Le docteur Bloch est aussi convaincu que tous ces compléments atténuent la nausée, le vomissement et la perte d'appétit typique à la chimiothérapie. Maman n'a jamais eu ces effets secondaires. Lorsque j'allais la chercher après 5 jours de chimiothérapie, habituellement ses premiers mots étaient « Où allons-nous déjeuner ?» En mars, 6 mois après qu'il eut appris qu'il lui restait 6 mois à vivre, le cancer qu'il habitait avait totalement disparu. Si je suis toujours en vie, c'est parce que dès que j'ai su que j'avais un cancer, j'ai suivi ce régime à la lettre. Et surtout, je voulais m'en sortir à tout prix. Après sa guérison, Jean n'a pas perdu une seconde. Elle a voyagé en Irlande et, le 11 octobre 1996, devint la grand-mère d'un petit-fils. Elle suit toujours le régime du docteur Bloch et continue de prendre des compléments alimentaires. Mais à ce jour, le cancer n'a pas réapparu. Est-ce cette nourriture spéciale, ces herbes combinées avec les traitements traditionnels qui ont contribué à la guérison de Jean? Augmente-t-il le taux de guérison? Je ne crois pas que le régime, les herbes, la médecine nucléaire soient une réponse au cancer. Je pense qu'il existe autre chose au-delà de la science actuelle. Ce sont tous ces facteurs, parfois irrationnels, qui sont essentiels. Les effets de synergie de tous ces outils, ensemble, apportent des changements auxquels on ne s'attend toujours pas. Et puis, son esprit de volonté, ses prières, sa biologie propre et probablement un peu de chance, pour être tout à fait honnête, ont contribué à cette issue absolument impressionnante. Beaucoup de docteurs se focalisent sur le manque de preuves scientifiques des effets des herbes sur la biologie du corps. Ils pensent plutôt que la guérison de Jean est due au fait qu'elle a très bien supporté les thérapies traditionnelles.
Nous connaissons les effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie sur les cancers du poumon. Mais nous ne connaissons pas les effets de ces herbes, de ces compléments nutritifs et autres régimes sur le cancer des poumons et sur aucun autre d'ailleurs. Ce n'est pas impossible, mais que quelqu'un se revendique de cette méthode et prescrive à un patient ce régime spécial, ajouter ou supprimer des aliments, ça n'a tout simplement pas de sens. Je ne critique pas les arguments expliquant que le cas de Jean avait été résolu par la chimiothérapie. Je suis d'accord que les traitements conventionnels bien utilisés avec de bons dosages sont extrêmement efficaces. Mais si vous étudiez réellement le cas de Jean, vous verrez que ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé. La médecine nucléaire a bien sûr eu son rôle, mais elle n'était pas la seule. Mais bien que le cas de Jean ait été remarquable, les statistiques sur les résultats de guérison dans son cas sont de 1 sur 8. Jean a peut-être été celle-là. Il se trouve que cette femme est allée consulter le docteur Block. Mais que se serait-il passé si elle était venue me voir? Aurais-je fait un miracle? La médecine conventionnelle traite avec succès 50% de tous les cancers pris à temps. Le docteur Sampson pense que c'est une vérité souvent oubliée. Le cancer fait peur, c'est un tabou et les gens ne croient pas en un taux de guérison correct. C'est faux et c'est cette désinformation qui envoie les gens chercher d'autres traitements. Mais il n'y en a pas. Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi des patients tels que Jean ont eu des résultats avec ces régimes, mais nous sentons que nous sommes sur la bonne voie et cela nous rend enthousiastes et confiants. Les médecins vont soulever des questions et c'est une bonne chose, car la recherche est loin d'être finie. Le docteur Block poursuit ses recherches sur l'impact de ces remèdes sur le cancer. Il explique que ces expériences apportent de grands espoirs, mais pas de certitude. Je vous accorde que nous avons encore besoin de beaucoup de travail de recherche. Mais même s'il s'agit d'un embryon de découverte, c'est extraordinairement excitant. Et bien que nous n'ayons pas toutes les réponses, nous ne baissons pas les bras et au bout du compte, nous trouverons ce petit rien qui nous rappellera qu'il existe toujours de sacrés bons moments. Qu'advient-il de ces cas de guérison extraordinaire? Est-ce que ces différents traitements mal connus ont apporté des changements biologiques dans leur corps? Parfois, la médecine est un immense pari. Nous faisons des soins qui nous échappent et qui pourtant sont efficaces sur les patients. Ou on prescrit parfois des traitements qui soulagent le malade et on ne comprend pas les mécanismes. Les médecins ne pourront ignorer plus longtemps les médecines alternatives. Les Américains dépensent près de 27 milliards de dollars par an pour ces thérapies. Les défenseurs des médecines alternatives pensent que la meilleure médecine est celle qui combine les thérapies conventionnelles avec les traitements alternatifs les plus fiables. Ce n'est pas une guerre entre l'une ou l'autre médecine, conventionnelle ou alternative. Je pense que c'est une guerre pour la meilleure science qu'il soit. Comment associer le meilleur de chacune d'elles pour surtout assurer une plus grande guérison des malades? Mais même les partisans de cette médecine sont méfiants pour les remèdes utilisés sans être testés. Beaucoup de traitements des deux médecines sont connus et bien utilisés. Nous ne devons pas rejeter la médecine traditionnelle, mais ne pas accepter non plus aveuglément la médecine alternative, car tout n'est pas forcément bon. La médecine alternative est un paradoxe. On y trouve des idées excellentes et utiles et d'autres absurdes, voire même dangereuses. Aussi, je pense que si vous vous risquez à vous aventurer dans ce monde, vous aurez toujours besoin de garder votre sens critique. Les critiques considèrent les médecines alternatives aberrantes, car elles prescrivent des traitements qui donnent de faux espoirs, parce qu'ils ne marchent pas. Les défenseurs de cette médecine parallèle disent pas de faux espoirs, mais de l'espoir tout court, de l'espoir sur quelque chose qui existe ou existera, mais espérer sur une chose qui n'existe pas, alors ça non. Je ne pense pas que ce soit à la science de clore ce mystère. La plus petite lumière émise sur les ténèbres nous redonne espoir et la science ne doit pas faire abstraction du mystère. Je pense que ces scientifiques devraient plutôt apprendre à vivre avec ce mystère.